18h30. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 3 avril. Après la relaxe en première instance, 3 mois de prison avec sursis en appel. C'est ce qui a été requis ce matin contre un père de famille. Il soignait son fils lourdement handicapé avec du cannabis. Les détails dans un instant. Pierre Frébault prend officiellement la direction de la Caisse de prévoyance sociale. L'ancien ministre et syndicaliste sera en fonction demain. Il annonce, je cite, vouloir rendre ses lettres de noblesse à la PSG. Plus de 4000 foyers recevront bientôt la visite des agents de l'ISPF. L'Institut de la statistique de Polynésie lance une étude sur les dépenses des ménages. Objectif, établir une photographie précise des dépenses, des ressources et des conditions de vie de la population. Nous en parlerons avec la directrice de l'ISPF, Nadine Jourdan, et notre invitée ce soir. Il y aura du sport également dans cette édition. Comme chaque jeudi, Oriano Tefo nous livrera les dernières actualités de nos sportifs à l'étranger. Souvenez-vous de cette affaire très médiatique. L'an dernier, un père de famille avait été relaxé en première instance pour avoir administré du cannabis thérapeutique à son enfant malade. Mais le parquet avait fait appel du jugement. Ce matin, il a requis 3 mois de prison à l'encontre du père de famille. Laure Philibert, Matai Horei. L'histoire avait ému toute la Polynésie, celle d'un père de famille convoqué au tribunal l'an dernier alors qu'il produisait de l'huile de CBD, un produit alors interdit sur le territoire mais qui est le seul à soulager efficacement Ari Matatini Junior, son fils épileptique et autiste. Le père est jugé pour sa consommation de paca. Relaxé en première instance, la décision a fait l'objet d'un appel du parquet général. Ce matin, c'est toute la famille qui est venue soutenir Ari Matatini Senior pour le procès en appel. Après 3 longues heures d'attente, le fils mineur est invité à sortir de la salle d'audience. À la barre, le père se voit expliquer que l'enfant n'est pas le sujet. On lui préconise de la valériane pour réguler son stress. Du point de vue de l'avocat général, on s'est servi d'un tribunal pour en faire une tribune politique. Un manque d'humanité, oui, de la part de l'avocat général, de ne pas, prendre en considération le mal-être que mon mari puisse avoir. Ça, franchement, ça me touche. 3 mois de prison avec sursis sont requis à l'encontre d'Ari Matatini Senior. Beaucoup de haine, carrément. Ils ont mis mon fils dehors alors qu'à la base c'est pour lui que j'ai pris tous ces risques. Thibaut Millet considère ne pas défendre l'auteur d'une infraction, mais 2 victimes. On passe d'une audience en première instance très humaine, très digne, à une audience où on est clairement maltraité, où on a un représentant du ministère public, du parquet général, qui détourne le regard. En fait, on a clairement aujourd'hui le sentiment à cette audience qu'on détourne le regard de cet enfant malade. On ne veut surtout pas le voir. La Cour d'appel rendra sa décision le 15 mai. Nous vous l'avions annoncé mardi, Pierre Frébault est le nouveau directeur de la Caisse de prévoyance sociale. Il prendra officiellement ses fonctions demain. Ce matin, il a été reçu par le conseil d'administration de la CPS et le ministre de la Santé. Pierre Frébault a notamment évoqué ses aspirations concernant la protection sociale généralisée. Sam Teinauri. Applaudi par les membres du conseil d'administration de la CPS, l'ancien secrétaire général de CSTPFO, ancien ministre de l'économie et des finances et ancien directeur de l'ARAS a présenté ses orientations en tant que futur directeur de la Caisse de prévoyance sociale. Il souhaite une meilleure cohésion entre les 3 régimes de la CPS avec toujours plus d'équité sociale, notamment à destination des plus démunis. Mais pour y parvenir, Pierre Frébault veut obtenir l'adhésion de toutes les personnes concernées. Toute réforme qui devrait être envisagée doit tenir compte de la viabilité de ces objectifs. Parce qu'il ne sert à rien de faire une réforme, ensuite de revenir là-dessus parce qu'on n'a pas eu les moyens. Donc, il faut se poser les bonnes questions, de quelle manière, qui devrait y participer, au bénéfice de qui, et surtout en termes de financement.
Dès sa prise de fonction, Pierre Ferbeau devra se pencher également sur un dossier qui a connu une nouvelle étape en métropole, l'indemnisation de la CPS pour la prise en charge des maladies consécutives aux essais nucléaires français dans le Pacifique. En effet, l'État et le pays vont dans un premier temps définir une liste précise de toutes les maladies radio-induites concernées avant de pouvoir évaluer le montant de la dette à la CPS. Aujourd'hui, la CPS affiche des chiffres, l'État affiche d'autres chiffres, mais il n'y a pas de point commun pour travailler ensemble. Là, une étude doit être menée et on a été d'accord pour établir cette étude ensemble afin de chiffrer le montant de la dette issue des essais nucléaires pour la CPS, parce qu'il restera toujours la dette pour la population. La prochaine réunion de la commission consultative de suivi des essais nucléaires devra se tenir en présence du ministre national de la Santé au mois d'octobre prochain en Polynésie française. Et la CPS qui annonce par ailleurs une avancée dans la digitalisation de ses services. Désormais, vous pouvez vous connecter à Tatao, le guichet en ligne, via une application mobile gratuite. Vous retrouverez toutes vos données liées à la CPS si vous êtes déjà inscrit sur le site Tatao. Cette première version est amenée à s'enrichir avec plus de services et de démarches en ligne simplifiées. Des notifications en temps réel sont également proposées. Les dépenses des ménages étudiés à la loupe. L'Institut de la statistique lance son étude sur le budget des familles. La collecte des informations s'étalera sur un an à compter de ce lundi 7 avril. L'ISPF se base sur un échantillon de 4435 ménages, soit 50 zones réparties sur l'ensemble du territoire. La précédente étude sur le budget des familles remonte à 2015. Pour en parler en détail, nous recevons la directrice de l'ISPF, Nadine Jourdan. Bonsoir. Bonsoir, Yorana. Yorana, alors tout d'abord, quel est l'intérêt de cette étude ? Eh bien, cette étude, elle va permettre d'analyser la consommation des ménages, donc les dépenses, et donc d'étudier ce qu'on appelle couramment le coût de la vie, de pouvoir analyser quel est le panier de consommation des ménages en Polynésie aujourd'hui. Quelle est la part de l'alimentation, quelle est la part des transports ou de la téléphonie dans le budget, dans le caddie moyen des ménages. Et tout cela, ça va permettre de comprendre quoi concrètement ? Eh bien, ça va nous permettre de voir comment la consommation a évolué depuis 10 ans. Est-ce que la part de la consommation alimentaire a progressé, par exemple ? On a vu les prix alimentaires augmenter fortement. Mais justement, entre-temps, il y a eu la crise Covid. On imagine que vous vous attendez à des évolutions notables dans votre collecte ? Il y a eu la crise Covid qui a sans doute modifié les comportements de consommation. Il y a eu les hausses de prix aussi après le Covid en 2022, notamment avec une hausse de plus de 8% des prix. Et donc, on s'attend à voir une évolution du panier moyen de consommation. Alors, les enquêteurs vont commencer leur collecte dès lundi. À quoi doivent s'attendre les familles concrètement ? Alors déjà, vous allez voir sur le territoire, sur l'ensemble de la Polynésie, puisque l'enquête couvre 19 îles, donc on va aller dans les îles, on couvre les 5 archipels, on couvre un grand nombre de communes, et donc vous allez voir sur le terrain les agents enquêteurs d'ISPF avec leur tenue violette, leur t-shirt violet, leur casquette violette. Donc la première manifestation visible, ça sera de voir nos agents sur le terrain. Et puis, les ménages qui font partie de l'échantillon, on va leur demander pendant 2 semaines de relever tous les jours leurs dépenses. Donc, tous les jours, les dépenses effectuées pour l'alimentaire ou pour d'autres produits. Et nous allons leur demander aussi de garder les tickets de caisse. Donc, de demander le ticket à la caisse et de le garder. Et l'enquêteur prendra en photo le ticket de caisse et ce ticket sera automatiquement saisi grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, et nous allons ainsi constituer une base de données des produits, des quantités et des prix qui auront été consommés. Donc le ménage va pendant 2 semaines relever tous ces achats. Pour relever ces achats, des données qui seront bien sûr confidentielles, il faut bien le préciser. Quel est le type de ménage visé ? Alors en fait, on va couvrir tous les types de ménages. L'échantillon est construit pour représenter l'ensemble de la population de Polynésie.
Donc tous les types de ménages, que ce soit des personnes seules ou des familles avec enfants ou des ménages avec plusieurs lignées dans le même logement, des ménages qui habitent en ville, des ménages qui habitent dans les îles. On va couvrir l'ensemble de la typologie des ménages de Polynésie, en fait. L'échantillon est construit pour être représentatif de la population polynésienne aujourd'hui. Le budget pour cette étude est de 460 millions de francs. Il est cofinancé par le pays et l'État. C'est une opération d'envergure qui vous attend. Oui, c'est une très grande opération puisque l'enquête va durer 1 an sur le terrain, donc 12 mois, parce que la consommation varie selon les saisons. Et donc, le protocole international de ce type d'enquête conseille de collecter l'information pendant 1 an de façon à ne pas passer à côté de dépenses qui sont très saisonnières, en fait, très liées à la saison. Mais pour chaque ménage, la mobilisation ne durera qu'une quinzaine de jours, en fait. À la coopération, bien et sûr, nous, des familles qui seront visées, les enquêteurs. Nous comptons effectivement sur la bonne coopération de la population pour réserver un bon accueil aux enquêteurs et participer en répondant aux questions. Aux enquêteurs qui donc sont actuellement en formation, ils seront facilement reconnaissables? Oui, tout à fait, avec leur uniforme de couleur violette, ils ont la casquette violette avec le logo de l'Institut. Ils ont leur carte professionnelle aussi avec photo, donc une accréditation de l'ISPF et le t-shirt aux couleurs de l'enquête. Nadine Jourdan, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Et la publication des premières données aura lieu au 2e semestre 2026. Merci encore. Je vous en prie. Comment redynamiser le centre-ville? Le gouvernement annonce une revalorisation d'emplacements stratégiques à Papeete. Objectif, développer et ramener de l'habitat au cœur de la capitale. Liora Bonic et Meret Teato ont assisté à la présentation du projet. 3 zones au cœur de l'attention de la ville de Papeete. Un total de 1,7 hectares qui va être revalorisé. Des projets d'immeubles y verront le jour, combinant commerce, bureaux et logements. Ils seront construits sur au moins 5 étages et les environs de ces immeubles seront également revégétalisés. Compte tenu de la localisation centrale de ces projets, ce qu'on souhaite, c'est faire appel à de l'investissement privé pour promouvoir du coup ces immeubles. Le pays va lancer des appels à projets qui seront concrétisés par l'intermédiaire de baux à construire sur une durée de 99 ans. Le pays va mettre à disposition les terrains en échange d'une redevance. Il reste cependant propriétaire des sols. Une approche qui permet de limiter l'impact sur la dette publique et de stimuler l'investissement privé. Le montant d'investissement qui sera généré par le programme d'investissement est aujourd'hui estimé à 25 milliards de francs pacifiques entre la période 2028 et 2032, qui est la période pendant laquelle nous anticipons les travaux. Donc c'est une période de 5 ans pendant laquelle seront générés beaucoup d'emplois et également une croissance économique notable grâce au projet. Concernant les services situés sur ces parcelles, ils seront délocalisés. Et parmi les autres objectifs de ce projet, faire revivre Papeete de nuit ou encore améliorer la circulation. Des actions soutenues par les grands projets de Polynésie. Le rôle de l'établissement Grand Projet de Polynésie, c'est de préparer, de lancer l'appel à projet pour rechercher des investisseurs privés qui vont porter et réaliser le projet immobilier qui a été présenté aujourd'hui. L'appel à projet de la phase 1 est lancé à ce jour. Les suivants seront publiés au premier trimestre 2026 pour la phase 2 et 2027 pour la phase 3. On s'intéresse maintenant à l'autisme chez l'enfant. Hier, une journée mondiale de sensibilisation était organisée à Reiatea. De nombreux acteurs se sont réunis pour mieux comprendre ce trouble qui affecte les enfants, mais aussi leur famille. Ronnie Moufat était présent, regardez. Mais ils ont aussi une particularité, ils sont autistes. Des larmes qui en disent long sur le quotidien de Nadia Rameha. Présidente de l'association Autisme et Famille des Raromatei, elle vit elle-même l'autisme au sein de sa famille, accompagnant son fils Noé depuis 9 ans. C'est cette expérience personnelle qui l'a poussée à agir, informer, échanger pour que le trouble du spectre de l'autisme ne soit plus ignoré. Une action menée par son association qui souhaite briser les tabous et ouvrir le dialogue. Nous avons 3 objectifs. Premièrement, est de soutenir, d'aider et d'écouter donc les familles. Ensuite, de pouvoir défendre les droits d'inclusion
Donc là où est le combat à mener, c'est surtout au niveau de l'éducation. Et ensuite, le troisième objectif, c'est d'intervenir et de sensibiliser, comme aujourd'hui. À ce jour, seuls 10 cas d'autisme ont été recensés à Yatea. Faute de connaissances sur le trouble, il n'est pas rare que des enseignants soient confrontés à ce genre de situation sans même le savoir. Il y a 2 ans, j'ai fait la tournée des écoles et c'est à ce moment-là que j'ai vu un enfant ayant des problèmes et j'ai demandé à l'institutrice et au directeur de voir si cet enfant n'avait pas un souci. Et c'est à ce moment-là qu'on l'avait diagnostiqué autiste. Au-delà de l'école, les familles sont elles aussi confrontées à un manque de compréhension. Par peur du jugement, certains parents préfèrent éviter les sorties en public, un isolement qui pèse lourd au quotidien. Alors déjà, il faut savoir que l'annonce de l'handicap bloque tout. Et en plus, si vient s'ajouter ce mauvais regard au sein de la société, ça casse tout. S'inscrire dans des organismes spécialisés permet aux enfants de développer leurs compétences dans un environnement bienveillant, sans crainte du regard des autres. Mon but, c'est de leur montrer que l'enfant il peut y arriver, même si il faut plusieurs étapes pour y arriver à faire certaines choses, c'est qu'il peut y arriver tout autant que nous. Certes, il y a certaines choses qu'il ne va pas pouvoir faire par rapport à sa sensibilité, mais il va y arriver au fur et à mesure. Cette journée de sensibilisation veut marquer une première étape vers une société plus inclusive et offrir aux enfants atteints de TSA un avenir plus serein. Retour à Tahiti pour parler sport. Depuis lundi, la salle de Fautaua vibre au rythme du Challenge Polynesia, une compétition de basketball qui réunit 6 équipes de Polynésie. Nous avons assisté au match opposant le club de Taiohae et la sélection U18 de Tahiti. Retour sur les temps forts avec Désiré Teivao. Pas de miracle pour les jeunes joueurs du Taiohae Nui Club face à la sélection U18 de Tahiti. Dès les premières minutes, les protégés de Mhimanam Ehi et de Georgie Adams étouffent leurs rivaux marquisiens en défense et enchaînent avec des contre-attaques pour des paniers faciles. Les basketteurs de Nukuhiva ne baissent pas pour autant les bras, même si le score à la pause est sans appel, 54-15 en faveur de la sélection U18. Les jeunes se sont bien battus sur le terrain et je suis fière de nos jeunes. Et je peux vous dire qu'au départ, ils craignaient un peu le match, mais on leur a bien discuté, on a fait une réunion et puis on les a calmés, on leur a dit, vous jouez sur le terrain et amusez-vous. On est venus aussi pour ça. Prendre du plaisir sur le terrain, les joueurs marquisiens s'y attellent en deuxième mi-temps. Mais l'écart de niveau entre les deux équipes est trop grand. Malgré quelques sauts de concentration, les jeunes espoirs tahitiens de leur côté répètent leur gamme et leur système. À l'issue des 40 minutes de jeu, la sélection U18 s'impose sur le score de 102-38. Ce genre de match où il faut constamment rester concentré à un moment donné, c'est normal aussi qu'avec la fatigue, les petites blessures, qu'on commence à se relâcher un petit peu. C'est un peu notre rôle de resserrer un petit peu les vis pour qu'on puisse produire un meilleur basket que ce qu'on peut produire déjà sur ce match-là. Avec 4 victoires en 5 matchs disputés, la sélection U18 jouera ce soir les phases finales du Challenge Polynesia. Les jeunes joueurs de Nukuhiva de leur côté repartent avec le plein d'expérience. Et nos sportifs performent également à l'étranger. On prend tout de suite de leurs nouvelles dans Te Ara Sport. C'est avec Oriano Tefo, bien sûr. Oriano, Yorana. Yorana Sophie. Alors, on part direction le Brésil où se dispute actuellement la Coupe du Monde de boxe. Et oui, organisé par la World Boxing, ce rendez-vous a rassemblé près de 80 nations du 31 mars au 5 avril. L'équipe de France est bien entendu engagée et dans ses rangs, on retrouve notre Tahitien Nike Cummings Gobré. Chez les moins de 50 kilos, pour le moment, il réalise un très beau parcours. Il passe les quarts de finale en battant un Panaméen. Ce matin, Nike s'impose en demi-finale contre un Polonais et l'enfant du Fénois est donc qualifié pour la finale de cette Coupe du Monde dans la catégorie des moins de
50 ans. Il croisera les gants contre l'Ouzbek Alisbek Jalilov ce samedi. On lui souhaite bien entendu bonne chance. Une bonne chance à lui. Et non loin du Brésil, Oriano, c'est Varine Fierro qui performe sur les plages de Salvador. Et oui, Varine Fierro confirme son bon début de saison sur la 4e étape du CT El Salvador Pro, où le premier tour s'est disputé ce matin. La surfeuse de Huarine termine 2e de sa série en marquant 9,74 derrière les 12,90 de la hawaïenne Gabriela Bryan. Ces résultats suffisent à Varine pour se qualifier pour les 8e de finale. Bonne chance à elle pour la suite de la compétition. Encore de belles performances. On s'éloigne pour partir dans l'Hexagone où 3 jeunes combattants du Fénois vont participer au championnat de France de Jiu-Jitsu brésilien. Et oui, pour mieux comprendre le contexte, je vais vous demander de vous concentrer sur cette photo. Elle a été prise il y a 9 ans. On y voit 3 passionnés de Jiu-Jitsu brésilien et de judo, Jefferson, Amy et Dimitri, qui avaient à l'époque 3 et 4 ans. Aujourd'hui, nos 3 amis, nos 3 passionnés de Jiu-Jitsu brésilien se retrouvent en France pour les championnats de Jiu-Jitsu brésilien. Ils se disputeront ce week-end avec plus de 1700 inscrits. Nos 3 représentants sont engagés en gi et en no-gi, c'est-à-dire avec et sans le kimono. Jefferson fera son premier pas dans le championnat de France en U15. Quant aux 2 autres, ce sera leur 3e participation. Amy combattra en U11 et a déjà 2 titres nationaux à son actif. Et Dimitri, lui, le grand frère, est aligné chez les U13. Nous avons recueilli, bien entendu, leur ressenti avant la compétition. On les écoute. Et même si on s'entraîne toute l'année, l'enjeu il est différent. C'est là la plus grande compétition de toute l'année. Et depuis 2 semaines, on s'entraîne plus sur l'intensité et la durée. On vient plus souvent et plus longtemps pour qu'on soit au top le jour J. Moi je pense qu'on a tous à peu près le même plan pour nos combats. Et on va les gérer un par un jusqu'à la fin de la compétition. Et chaque étape compte, donc c'est pour ça qu'il faudra rester concentré du début à la fin. Oui, là on est motivé, on est déterminé à représenter notre Fénois. Pas de stress, que de l'excitation. On a hâte d'être dessus le tatami. Voilà, et on souhaite bien entendu le meilleur pour nos Eito. Voilà Sophie, on arrive au thème de notre rubrique et on prendra des nouvelles de nos Eito la semaine prochaine. Jeudi prochain plus exactement. Bien entendu. Merci beaucoup Oriano pour toutes ces bonnes nouvelles. On évoque à présent cet événement culturel majeur. Le Festival des Arts des Îles Australes a démarré hier soir. Cette année, c'est Rimatara qui accueille les festivités. Des festivités préparées plusieurs mois à l'avance. Samuel Ravatoua-Smith et Moya Pierron. Près de 800 personnes vivent à Rimatara. Et l'espace de quelques jours, ils sont quasiment 1000 personnes de plus, venues des 4 autres îles de l'archipel, de Tahiti et des Tuamotu. Pour accueillir le Festival des Arts des Îles Australes, le comité organisateur et la commune ont dû mobiliser la population. Nous espérons que le travail que nous avons accompli cette année servira d'exemple aux jeunes qui organiseront les prochains festivals des arts des îles australes. Matelas, chaises, hébergements, tribunes, chapiteaux. Pour obtenir un soutien financier et logistique, Rimatara a aussi fait appel au pays, à l'État, aux autres communes des Australes et à quelques partenaires privés. Et sans cela, on ne pourrait pas organiser un festival. C'est surtout l'argent et le matériel qui suit. Sinon, on ne pourrait pas organiser un événement de cette taille. Et parce que dans cette île, la gestion des déchets est au cœur des mesures de préservation de l'environnement, les services techniques demandent aux festivaliers de trier leurs déchets et de faire attention à leur consommation d'eau. Tout ça, c'est justement pour montrer aussi que Rimatara, on est à fond sur notre système de tri de déchets qui fonctionne très très bien à la taille de l'île. Au niveau de l'eau, comme vous savez, Rimatara, nous avons de l'eau souterraine et on est très vigilant aussi sur ça pour éviter justement d'avoir des risques de pénurie d'eau. Un système de rotation des 3 bus de l'île a été organisé pour faciliter les déplacements des lieux d'hébergement vers les sites du festival.
Et c'est sur ce festival que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. Juste après, retrouvez les émissions Moana et Toua, suivies de 2 épisodes de la série Drop Dead Diva. Enfin, Garfield, le film de ce jeudi. Demain, Davidson Bennett sera au rendez-vous pour vous présenter les journaux du week-end. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.